Nous poursuivons nos études de la recomposition des espaces ruraux dans le monde. Après avoir défini les espaces ruraux et analysé les transformations de leurs paysages dans une vidéo sur la France, changeons de pays et allons en Toscane, une région du centre de l'Italie, pour étudier un autre type de paysage et d'autres transformations. La Toscane est réputée pour ses villes chargées d'histoire comme Florence, Sienne ou Pise, mais également pour son paysage, le bel paesaggio en italien, ainsi que ses villages ou ses productions agricoles, mais également son industrie. Bien intégrée aux échanges dans la péninsule italienne, elle a pourtant connu les difficultés liées à un exode rural important dans les années 1950-1960, qui a conduit à un abandon des fermes, jusque-là exploitées par des ouvriers, qui louaient les terres de riches propriétaires qui en récupéraient 60% de la production, selon le principe de mezzadria, qui signifie métayage en français. Le paysage toscan garde de cette époque les marques de son passé agricole, ce que nous analyserons dans une première partie, mais nous verrons que ce passé agricole a su être valorisé et permet à la région de garder une activité économique importante, mais que celle-ci peut également générer des conflits d'usage, révélateurs des dynamiques de ces espaces. Notre problématique, dans cette étude de cas, sera donc de comprendre quelles sont les transformations que connaissent les espaces ruraux en Toscane et quelles en sont les conséquences sur le paysage et sur ses usages. Afin d'illustrer au mieux cette problématique, nous nous concentrerons sur les alentours de Montepulciano, un village médiéval réputé pour le vin qui porte son nom et dont les dynamiques illustrent bien notre étude, et nous poursuivrons également notre méthodologie du schéma de paysage. La région de Montepulciano, dans la province de Sienne en Toscane, est caractéristique du paysage toscan. Une plaine irriguée par des cours d'eau et qui sert aujourd'hui aux grands axes de circulation et dans laquelle on retrouve des productions céréalières ou maraîchères qui nécessitent de l'eau et un terrain plat, des collines dont les pentes sont légères et bien exposées au soleil, permettant la culture de la vigne et de l'olivier, plantes méditerranéennes implantées et cultivées depuis l'Antiquité, mais également de petites parcelles céréalières ou des champs pour l'élevage, sur des terrains les moins bien exposés. Les parcelles sont de moyenne superficie puisqu'elles s'adaptent aux particularités du relief, mais également puisqu'elles sont le témoin du système agricole ancien de la mezzadria, quand les terres étaient exploitées par des familles d'ouvriers agricoles, dépendant de leurs propriétaires, et installées dans des fermes situées sur les hauteurs des collines. Le paysage toscan est donc totalement aménagé par l'homme, et s'il est aujourd'hui un paysage de carte postale, ce n'est pas par simple souci esthétique. Les forêts qui subsistent, les haies de cyprès le long des routes, l'alternance des cultures d'oliviers, de vignes, de pâturages, permet d'assurer une polyculture permettant aux exploitations de ne pas dépendre d'une seule production ou d'une seule saison, de protéger les cultures du soleil et du vent, et de profiter au mieux des aménités, c'est-à-dire des avantages du terrain ou du climat, et d'en limiter les contraintes. Troisième type d'espace du paysage toscan, les reliefs, plus accentués, sous forme de crêtes, qui accueillent sur leur hauteur les villages et les villes de Toscane, villes souvent fortifiées et ainsi protégées, et qui témoignent de l'histoire italienne dont les cités et royaumes se sont longtemps affrontés jusqu'à l'unité nationale au XIXe siècle. Le paysage est donc encore de type médiéval, une cité urbaine contrôlant ses alentours agricoles qui en assuraient l'approvisionnement. Ce paysage a peu évolué depuis. La périurbanisation, si elle existe bel et bien, a été limitée par l'exode rural qui a vu une grande partie de la population migrer vers les grands centres urbains de Toscane et d'Italie, et sur les pentes, la mécanisation du travail agricole étant difficile, les parcelles n'ont pas été largement remembrées comme en France par exemple. Les fermes existent toujours, mais elles ont diversifié leurs activités pour maintenir leurs revenus économiques et s'adapter à une économie mondialisée. Pour s'adapter aux transformations économiques de la région après l'exode rural massif des années 1950, l'interdiction de la mezzadria en 1974 permet aux familles d'agriculteurs de continuer à louer leurs terres aux propriétaires, mais d'en garder les bénéfices. Cette évolution va leur permettre de développer des activités économiques rentables et de faire revivre la campagne toscane. La production du Vino Nobile di Montepulciano, un vin de qualité, permet à la région de se démarquer de celle de la région voisine de Chianti, dont la production massive n'était pas toujours un gage de qualité. Les viticulteurs de Montepulciano se réunissent pour commercialiser leur vin et en 1999, une DOP, une appellation d'origine contrôlée, est mise en place par l'État italien
pour garantir la qualité de la production et déterminer un périmètre strict dans lequel on peut appeler son vin Vino Nobile di Montepulciano. Aujourd'hui, près de 60 domaines viticoles proposent ces vins réputés. Cette production de vin, désormais associée à un terroir, c'est-à-dire à une région et un mode de production, contribue à développer une agro-industrie locale et attire des touristes qui viennent profiter des paysages, de l'histoire de la ville et de ses produits agricoles. Leur accès est facilité par la proximité des axes de transport, mais également des autres villes et villages de Toscane, qui en font une destination touristique majeure en Europe et dans le monde. Pour s'intégrer au mieux au circuit touristique et attirer jusqu'à Montepulciano des voyageurs qui s'arrêtaient jusque-là à Pise ou à Florence, les producteurs et les acteurs politiques locaux ont développé des campagnes de communication et des circuits comme la route des vins de Chianti, l'accueil de tournages de publicité comme celle du parfum K de la marque Dolce & Gabbana, et la ville comme les fermes se sont adaptées aux exigences et aux besoins des touristes. Chambres d'hôtes, restaurants, visites de caves, boutiques, etc. Les espaces toscans se sont donc doublement transformés avec l'agro-industrie et l'agritourisme, en préservant leur paysage, devenu une image de marque, et en assurant une multifonctionnalité de l'espace qui lui permet de le valoriser pleinement. Toutefois, ces transformations provoquent là aussi des conflits entre les différents acteurs qui y cohabitent. Les conflits d'usage, c'est-à-dire les conflits nés des pratiques différentes des territoires, sont importants en Toscane. Ils sont la conséquence de la multifonctionnalité du territoire, entre la fonction agricole, la fonction touristique et la fonction résidentielle notamment. La fonction agricole est menacée par la périurbanisation, qu'elle soit résidentielle ou industrielle. Si elle est encore limitée dans la région de Montepulciano, on peut l'observer avec la construction de cet hôpital ou dans les espaces situés à proximité des axes de transport, en contrebas de la vieille ville ou à l'extérieur de la zone protégée. Ici, la DOP, qui donne de la valeur aux parcelles agricoles, limite cette périurbanisation et permet de les protéger, mais ce n'est pas le cas de toutes les villes de Toscane. La fonction résidentielle s'en trouve d'ailleurs limitée. Les permis de construire y sont plus durs à obtenir et une tension se fait sentir sur le logement. En effet, comme beaucoup de villes touristiques, Montepulciano s'est touristifié. Sa fonction touristique a pris le dessus sur sa fonction résidentielle. On peut l'observer en analysant sur les sites de location que le centre-ville est saturé d'appartements destinés aux touristes, tout comme les villages situés à l'extérieur de la zone. Ces logements ne sont donc plus accessibles aux résidents qui souhaiteraient s'y installer et les contraint à s'éloigner de la vieille ville pour habiter. Les magasins et les boutiques du centre sont également largement tournés vers l'activité touristique et offrent moins de possibilités de services aux habitants, ou alors à des prix souvent élevés. Le fragile équilibre entre les fonctions traditionnelles de cet espace est donc déstabilisé par ces mutations, c'est-à-dire ces transformations, ce qui peut entraîner des conséquences sur le paysage, réduit à celui de carte postale, mais également des conséquences sociales pour ceux qui y habitent. Cet exemple illustre ici encore le dynamisme des espaces ruraux, longtemps considérés négativement par rapport aux villes, mais qui sont, on le voit, intégrés aux échanges et qui connaissent eux aussi des dynamiques liées à la recomposition des territoires dans la mondialisation. Pour s'entraîner à lire et à analyser le paysage, nous pouvons poursuivre la méthode du schéma de paysage, cette fois-ci avec une vue inclinée issue du globe virtuel Google Earth. On y distingue différents plans en partant par le premier. Ici, un espace agricole diversifié composé de vignes, de champs d'oliviers et de champs pour pâturage ou de fourrage qui correspond à la fonction agricole. Au second plan, nous voyons des constructions typiques de la périurbanisation. Elles sont récentes, collectives et situées à proximité du centre. Elles accueillent la population vivant sur ce territoire et répondent donc à la fonction résidentielle. Au troisième plan, nous voyons la vieille ville sur son promontoire qui concentre la fonction touristique majeure de cet espace. À l'arrière-plan, se poursuivent les espaces agricoles qui ont une fonction économique et touristique avec les domaines viticoles. Une fois ces plans identifiés, on peut chercher à les faire dialoguer. Conflit d'usage entre la fonction résidentielle et agricole, conflit également entre la fonction touristique et résidentielle, que l'on peut représenter avec des figurés adaptés. Vous pouvez vous entraîner à cet exercice avec des photographies, avec Google Earth, Google Maps ou Google Street View, ou même depuis votre fenêtre, ou en vous promenant et en cherchant à lire le paysage comme le ferait un géographe.